Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée Éléments de base du langage. Alors ce qu'on va voir durant cette leçon-là, c'est de comprendre correctement ce que veut dire l'orienté objet. C'est un point très important. Pourquoi? Parce que toute la programmation Java reste orientée objet. Alors pour pouvoir vous expliquer ce que c'est l'orienté objet, parce que la programmation orientée objet reste une programmation ou c'est une approche qui reste différente de celle des langages procéduraux, parce qu'au niveau des langages procéduraux, on utilise des procédures, mais malheureusement ces procédures restent des procédures qu'on ne peut pas exporter, si vous voulez, vers d'autres programmes. Alors la transition n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire quand même de vous accoutumer avec le concept d'objet pour pouvoir bien sûr approfondir la programmation au niveau de Java. Alors la programmation orientée objet remplace bien sûr les procédures et Java reste totalement orienté objet. Alors il est impossible de programmer en Java avec le style procédural. Alors sans plus tarder, le menu. Alors on va voir une petite introduction bien sûr à l'orienté objet. On va voir les principes méthodologiques de la programmation orientée objet. Et on va voir la complexité des systèmes software. Alors, on va démarrer par une introduction. Alors, commençons par, si vous voulez, tout d'abord par une question, si vous voulez, qui à première vue n'a rien à voir avec le domaine de la programmation. Comment voir ou comment constater qu'il y a plusieurs sociétés dans le domaine informatique qui ont connu une certaine croissance, mais une croissance très rapide dans le temps en termes de chiffre d'affaires, en termes bien sûr de technique, au point de vue industriel. Et là je fais allusion à Compaq, à Dell, à Gateway par exemple. Alors maintenant si on cherche correctement comment, si vous voulez, le secret de leur réussite, on va voir que ces sociétés ont délégué une bonne partie de leurs travaux de conception. C'est-à-dire que, je donne un exemple de montage d'un ordinateur, pour pouvoir monter un ordinateur. Maintenant, ces sociétés ne se cassent plus la tête pour pouvoir concevoir les composants de ces ordinateurs-là. Ils ne font que le montage de ces ordinateurs-là. Donc c'est le principe de l'orienté objet. Ça veut dire que il se fie bien sûr à des sociétés de grande renommée pour bien sûr construire correctement, concevoir les composants, mais eux, ils ne font que le montage. Alors maintenant, ça évite bien sûr le fait de gaspiller un temps fou au niveau de la conception. Et bien sûr, le principe reste l'orientation objet. Eux-mêmes, abstraction faite de comment les objets ont été construits par exemple, ben, ils prennent les objets, ils font le montage et bien sûr, ils fabriquent leur machine. Et ça, c'est un point fort au niveau de l'orienté objet. Alors là aussi, au niveau de la programmation, alors abstraction faite de tout ce qu'il y a au niveau de la programmation, vous avez des classes qui sont déjà prêtes pour vous et qui font énormément de choses. Vous n'avez plus à vous casser la tête au niveau de la programmation. Alors, vous cherchez correctement dans une bibliothèque bien précise et vous allez retrouver un ensemble de classes utiles pour vous, pour pouvoir les insérer directement au niveau de votre programme. Alors, plus maintenant besoin de pouvoir écrire des procédures qui font telle ou telle chose. Les classes sont déjà prêtes et bien sûr, l'avantage que vous avez, c'est que ces classes restent des classes que vous pouvez importer au niveau de n'importe quel programme ou nouveau programme. C'est ça l'avantage. Alors, les objets. Donc, les objets, on va voir les caractéristiques, c'est-à-dire la structure de l'objet, le comportement de l'objet, et bien sûr l'abstraction. Et l'abstraction, c'est un point très important et on va essayer de les détailler correctement au cours de cette leçon-là. Et puis la classification des objets, les classes, les sous-classes, les instances de classes qui font appel à un objet et ainsi de suite. Alors, système software, qui reste une simulation dans la mémoire du calculateur des objets. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de pouvoir travailler sous format objet, c'est-à-dire la manipulation des objets, qui sont des instances de classe bien précises, avec bien sûr des interactions entre ces objets-là. Alors, leur interaction, comme je viens d'expliquer, les échanges de messages entre les objets. Alors, on va voir ici. Vous avez par exemple un objet Marco qui est un humain. C'est-à-dire que Marco reste un objet de la classe humain. Donc, lorsque vous avez créé cet objet, vous avez créé une instance pour Marco. Alors maintenant, cet objet-là,
il a la possibilité de dialoguer avec un autre objet de type radio qui est appelé MA. Alors MA, c'est un objet de type radio, si vous voulez, qui lui-même reste une instance de la classe radio. Donc, autrement dit, au niveau de la programmation, vous avez deux classes à préparer. La classe humain et la classe radio. Et après, on crée des instances de chaque classe, c'est-à-dire on crée un objet pour chaque classe. L'objet Marco et l'objet MA. Et entre les deux objets, bien sûr, vous avez une communication, c'est-à-dire que MA.7 volume, par exemple, Marco a la possibilité de modifier le volume, si vous voulez, bien sûr, de la radio. Autrement dit, il a la possibilité d'utiliser une méthode pour modifier une variable à l'intérieur de cette classe-là ou de cet objet-là. Alors, la programmation orientée objet. Le programme est égal à des classes et des instructions. Pourquoi des classes? Parce que des classes, ce sont des petites procédures ou des programmes que vous pouvez utiliser au niveau de n'importe quel programme. Il suffit de les compiler et de pouvoir les importer au niveau de n'importe quel programme. Donc, autrement dit, une application ou un programme reste une classe et des instructions. Alors maintenant, on va voir. Vous avez une radio. Alors, la radio, vous avez une classe qui va être prête, bien sûr, et préparée pour la radio. Vous avez une classe humain, auquel appartient bien sûr l'objet suivant et l'objet suivant. Ce sont deux objets de la classe humain. Et là, vous avez deux objets de la classe radio. La radio de cette forme-là et la radio de cette forme-là. Et bien sûr, vous avez une altération ou une communication, si vous voulez, entre les objets. C'est-à-dire que l'objet humain peut bien sûr mettre à on la radio, il peut bien sûr dialoguer avec une autre personne, il peut bien sûr agir sur l'autre radio et ainsi de suite. Vous voyez le principe de la programmation orientée objet, c'est que vous avez plusieurs objets avec des interactions entre ces objets-là. Et ça, c'est le plus grand avantage que vous avez. Alors, Unified Modeling Language. Cycle de vie du software. Alors, avant de parler du cycle de vie du software, en principe, lorsque vous optez pour une programmation orientée objet, alors qui est contrairement à toutes les programmations classiques. Alors, comme vous devez le savoir, pour chaque programmation, vous avez bien sûr ce qu'on appelle une méthode d'analyse qui permet bien sûr d'analyser le contenu ou votre cahier de charge avant de pouvoir programmer ou préparer un programme. Là aussi, il nous faut une analyse au préalable. On va le voir un petit peu plus loin. On va pas l'appeler carrément une analyse, mais c'est une approche qui va vous permettre, bien sûr, de préparer tous les éléments de base pour pouvoir concevoir un programme totalement orienté objet. Alors, cette méthode qui vous permet de préparer tout ça, c'est ce qu'on appelle l'UML, Unified Modeling Language. Alors, bien sûr, on a un cycle de vie du software, tout à fait normal, et on va l'expliquer un petit peu plus tard. Et avec l'UML, on a des éléments UML conceptuels et graphiques. C'est-à-dire que le résultat, si vous voulez, de l'Unified Modeling Language reste des éléments graphiques. Tout à fait à la fin, on ressort avec un diagramme de classe qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir programmer d'une manière totalement orientée objet. Alors, bien sûr, on va le voir ici. Vous avez un diagramme de classe, vous avez une classe calculateur, classe figure, classe rectangle et cercle, pour vous montrer un petit peu comment, ou le résultat final, si vous voulez, de l'approche UML. Donc c'est un diagramme de classe avec plusieurs classes ou plusieurs objets, ainsi que les interactions entre ces objets-là. Alors on passe maintenant à un deuxième point. Les principes méthodologiques de la programmation orientée objet. L'abstraction. Alors là, c'est une chose très importante. Pourquoi? Parce que l'abstraction, c'est le fait de ne vous, si vous voulez, considérer que les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir concevoir votre programme. C'est très important. Alors, vous faites abstraction à tous les autres points qui ne sont pas considérés utiles pour votre programmation. Alors, toujours est-il, chaque fois que vous avez besoin de travailler en orienté objet et que vous avez besoin d'intégrer des objets, il faut savoir faire abstraction des choses dont vous n'avez pas besoin au niveau de votre programme. Comme ça, vous allez travailler en orienté objet d'une manière très correcte. Alors, c'est une vision polarisée de la réalité.
On modèle un objet réel en se limitant à ce qui nous intéresse dans le système en développement. Alors toujours au niveau de l'abstraction, si par exemple nous voulons programmer le système étude aérodynamique de la voiture, à ce moment-là, on va faire abstraction à tous les composants de la voiture. On ne laissera que les éléments utiles pour notre programmation, à savoir la carrosserie, les ailes, les lève-ailes et les accélérations, si vous voulez. Alors, ce sont les éléments dont on a besoin pour faire de la programmation, bien sûr, pour le système étude aérodynamique. Un autre exemple, pour le système études et consommation, pour pouvoir avoir un programme qui gère la consommation. On va faire abstraction de tous les autres éléments. On ne considérera que les éléments comme le carburateur, le filtre à essence, les lubrifiants, c'est-à-dire les huiles, ainsi que l'accélération. Alors, ce sont les éléments dont on a besoin et on fait abstraction de tous les autres éléments. Vous voyez le principe un petit peu de l'orienté objet. Alors, l'organisation. Pour comprendre et modeler le monde réel et appliquer l'expérience à la production du software. Alors sans organisation, et on va le voir, on va voir une certaine modularité à laquelle on doit parvenir pour pouvoir bien sûr mener à bien un programme orienté objet. Alors premièrement, les objets ainsi que ses attributs. Deuxièmement, la distinction entre objet et classe. Et là on va le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'un objet, c'est une instance d'une classe. Vous préparez une classe. Une classe est un ensemble, si vous voulez, de variables avec un ensemble de méthodes que vous devez utiliser pour gérer vos données à l'intérieur de la classe. Une fois que vous avez créé cette classe-là, donc vu qu'on est en programmation orientée objet, cette classe peut être utilisée pour tous les programmes. Alors chaque fois qu'on en a besoin, on crée une instance de cette classe-là. Cette instance, c'est ce qu'on appelle un objet. C'est ça maintenant la distinction qu'il y a entre un objet et une classe. Alors bien sûr, vous avez la parenté entre les objets et entre les classes, si vous voulez. Donc la parenté, c'est le lien qu'il y a, bien sûr, entre un objet et une classe, bien sûr, avec tout ce qu'on appelle les caractères héréditaires et ainsi de suite. Alors, vous avez l'organisation ici. Alors, pour vous expliquer la différence qu'il y a entre un objet et une classe, je suppose qu'on ait une classe qu'on appelle véhicule. Alors la classe véhicule, c'est une classe qui peut contenir toutes les données concernant les véhicules, ainsi que toutes les méthodes qu'on peut éventuellement appliquer aux données de la classe. Alors on peut créer ce qu'on appelle des sous-classes. Alors des sous-classes qui font bien sûr appel à la classe principale, à la classe mère si vous voulez, ou à la superclasse. Et on en crée par exemple une classe auto, une classe camion. Et tout à fait à la fin, on crée les objets en question dont on va en avoir besoin pour notre programmation. Alors ces objets-là, ce sont des instances, si vous voulez, des sous-classes qui elles-mêmes restent bien sûr, si vous voulez, des instances de la classe principale. Alors bien sûr, les instances, lorsqu'on appelle instance d'un objet, c'est une réservation en mémoire de tout l'espace nécessaire pour pouvoir héberger toutes les données et bien sûr toutes les méthodes. Et le quatrième composant, ce sont les objets composant d'autres objets. Alors là, on va le voir un petit peu plus loin, lorsqu'on va parler des caractères héréditaires, lorsqu'on va parler de polymorphisme. On va expliquer, bien sûr, les relations des composants avec les objets. Alors maintenant, vous avez une voiture. Et vous avez l'objet voiture. Donc un signe, donc c'est le nom, et roue, avec la section 13 et la marque de la roue, ainsi que bien sûr la pression de chaque roue. Ce qui veut dire qu'on a appelé un nouvel objet, une instance de la classe roue, parce qu'il existe une classe roue, qu'on a appelé par exemple un signe. Ça peut être goudure, ça peut être ce que vous voulez. Alors maintenant, cette nouvelle instance ou objet insigne, bien sûr dispose de la section 13 et de la marque bien sûr goudure, ainsi que la pression de chaque pneu. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir utiliser une classe, une instance de classe volant par V, de point volant. Donc V, c'est l'objet que vous allez utiliser. Volant, c'est la classe existante. Alors V reste une instance de l'objet ou de la classe volant avec un rayon bien déterminé. Et ainsi de suite.
On va voir maintenant l'accès aux attributs avec une encapsulation, interface et message. Alors maintenant, pour chaque objet qui a été créé, automatiquement, vous allez utiliser les données, les variables, ainsi que les méthodes qui sont à l'intérieur de cet objet-là. On va le voir plus loin, vous avez la possibilité de créer des objets héréditaires. Vous allez hériter, bien sûr, d'une classe, si vous voulez, d'une superclasse, et vous pouvez éventuellement ajouter des méthodes que vous voulez, comme vous pouvez ajouter des variables que vous voulez. Alors maintenant, bien sûr, à l'intérieur de vos objets-là, vous avez la possibilité d'introduire des attributs à chaque méthode que vous allez utiliser. Et on va le voir un petit peu plus loin. En principe, chaque attribut d'un objet est accessible par d'autres notations. C'est-à-dire que chaque attribut est accessible par d'autres notations dans la mesure où chaque fois que vous faites appel à un objet qui lui-même reste une instance d'une classe, vous faites appel si vous voulez, aux méthodes qui vont gérer les données de cette classe-là ou de cet objet-là. Alors, vous avez par exemple ici une instance de la classe humain, donc un objet. Un objet, bien sûr, avec tous les éléments de la classe. Le poids, la hauteur, les méthodes, donc tout ça ce sont des paramètres si vous voulez, ou des variables. Vous avez les méthodes que vous allez utiliser qui sont là. Donc encore une fois, une classe reste un ensemble de données, de variables, ainsi que de méthodes utilisées pour pouvoir gérer les données et les variables là. Alors maintenant, au niveau de M reste une instance de la classe humain, donc l'objet. Alors pour pouvoir imputer la valeur 60 à la variable poids, par exemple, automatiquement, on écrit M en faisant référence à l'objet, point 7 poids en faisant référence à la méthode qui est à l'intérieur de cet objet-là, et puis puisque c'est une méthode qui est paramétrable, on signifie le 60 ici. Alors vous avez aussi la possibilité d'écrire M poids directement est égal à 60. Vous voyez donc la possibilité que vous avez chaque fois que vous créez une instance d'un objet, vous faites appel à toutes les méthodes ainsi que toutes les variables qui sont issues de cet objet-là. Alors, encapsulation, les caractéristiques non atteignables directement de l'extérieur. Alors, vous avez par exemple votre objet là, et ça c'est la classe. C'est la classe humain. Avec le poids, la hauteur, get hauteur, set poids, mode, saut et rire, et ainsi de suite. Et vous avez la possibilité de pouvoir utiliser toutes ces méthodes-là pour pouvoir mener à bien votre programme. Alors, l'interface, c'est quoi une interface? L'interface est égale une méthode à employer pour interagir avec l'objet, qui est égal à un contrat avec l'utilisateur. Alors, le fait de pouvoir déployer une méthode qui est bien sûr déclarée au niveau de votre classe, c'est ce qu'on appelle une interface. Donc, le fait de l'employer. Alors, je répète pour vous expliquer correctement. Une classe est un ensemble de variables, un ensemble de données et un ensemble de méthodes. Alors maintenant, le fait d'appliquer une méthode pour un objet donné qui reste une instance d'une classe, automatiquement, c'est ce qu'on appelle une interface. Alors, bien sûr, vous avez le double getTo, pour toujours. Vous avez des attributs qui sont encapsulés pour le choix de votre projet. Alors, l'interaction avec l'objet se réalise par message, choisi sur la base de l'interface. Alors maintenant, si vous voulez dialoguer entre objets, alors bien sûr, il faut faire appel à des méthodes de chaque objet. Donc, qui dit méthode de chaque objet, dit méthode de chaque classe. Mais pour pouvoir interagir entre objets, donc il faut bien sûr envoyer des messages entre les objets. Mais maintenant, faudrait-il que ces objets-là aient des déclarations publiques pour pouvoir, bien sûr, travailler et utiliser toutes les méthodes d'une classe vers une autre classe, si vous voulez. Alors, on va le voir. Vous avez par exemple ici, M, une instance de la classe humain. Donc un objet avec 58 qui est le poids et le 1,71 qui est la hauteur. Et vous avez bien sûr les méthodes que vous devez utiliser. Alors maintenant vous avez la possibilité d'utiliser le m.saut, bien sûr en faisant appel à une suite,
H est égal à m.getPoids, si vous voulez faire bien sûr une affectation du poids vers une variable H. H reçoit m.mode, donc m qui fait référence à votre objet et mode qui fait référence bien sûr à votre programme si vous voulez ou sous-procédure. Alors m.setPoids 60, donc on fait une affectation puisque le m.setPoids que vous voyez ici, le setPoids, reste une méthode paramétrée où bien sûr on a un retour d'information. Alors le m il fait référence à l'objet ou à l'instance de la classe, et 60 c'est pour faire l'affectation. Mais cette fois-ci, on ne peut pas écrire m.poids reçoit 60. Impossible de le faire. Pourquoi? Parce que bien sûr, on est bien sûr en orienté objet et il faut utiliser la méthode qu'il faut pour pouvoir faire une affectation directement et pour utiliser la méthode. Alors, la complexité des systèmes software. Alors, vous faites une analyse du domaine général et les exigences particulières du système. Donc, avant de faire une programmation, on doit faire une analyse pour pouvoir savoir comment on va, bien sûr, ou comment va se dérouler notre programmation. Mais pour ceci, il nous faut des éléments de base pour pouvoir choisir les classes qu'on doit utiliser, les objets qu'on doit extraire de chaque classe ou de créer de chaque classe, et ainsi de suite. Alors, le projet lui-même, une configuration HW et SW pour des modèles logiques. La codification, le test, la maintenance. Lorsque je parle de codification, c'est le fait de saisir votre code. Et puis tester le code, et puis faire la maintenance de votre application. Alors bien sûr, tout ça devient complexe, donc il y a une certaine complexité avec une grande dimension. Alors, un seul programmeur. Équipe, méthodologie de développement. Donc tout ça, ce sont les éléments de base qu'il nous faut pour pouvoir mener à bien un programme. Alors maintenant, les facteurs de complexité. Vous avez le domaine lui-même, auquel bien sûr on va faire, si vous voulez, simuler un programme. Les exigences bien sûr du cahier de charge. La dimension. Et puis la disponibilité et le réemploi possible des sous-systèmes. Tout ça sont des facteurs de complexité. Et heureusement qu'avec Java, nous avons la solution à tous ces problèmes-là. Alors, le système complexe toujours, au niveau de la structure hiérarchique, vous avez des sous-systèmes, c'est des systèmes composés de sous-systèmes plus élémentaires. Et en fait, les programmeurs qui sont habitués à travailler avec d'autres langages de programmation qui ne sont pas orientés objets, ils ont l'habitude de travailler avec des sous-programmes ou des procédures. Mais malheureusement, ces procédures-là, on ne peut pas les exploiter au niveau de notre programme. Maintenant, vous pouvez en faire une copie et les coller au niveau de votre programme. Mais toujours est-il, ce n'est pas orienté objet. Parce qu'avec Java, vous avez la possibilité de créer des procédures, si vous voulez, ce qu'on appelle des classes. Et en compilant ces classes, vous pouvez les intégrer directement et les imputer au niveau de votre programme. Alors, la décomposition en composants indépendants et interagissants, donc c'est le point fort de Java et de la programmation orientée objet. Alors, le choix arbitraire des composants. Alors, vous avez par exemple une route. Bien sûr, une route, elle est faite pour du transport. Et au niveau de la route, il y a des camions qui passent avec une charge bien précise. Donc là, vous avez le choix des attributs. Donc, il faut savoir découper ça en plusieurs morceaux, d'accord, si vous voulez, où chaque morceau est significatif. Et puis, savoir programmer une certaine cohérence entre tous ces morceaux-là. Alors, la décomposition. Il y a une technique pour gérer la complexité. C'est la meilleure technique pour gérer la complexité, c'est la décomposition. Et là aussi, en matière de gestion de projet, pas en gestion de projet informatique, en matière de gestion de projet, au management des projets, il est très important de pouvoir décomposer un projet en de très petites entités et ce qu'on appelle des livrables. C'est très important. Alors, si on fait une très bonne décomposition, c'est ce qu'on appelle un découpage en termes de management de projet. Si vous faites
faites un système de découpage, un très bon découpage, ben votre projet sera bien sûr considéré correctement et sera planifié dans le temps correctement. Et c'est la même chose maintenant avec le système informatique orienté objet. Vous avez la possibilité de décomposer en de très petites entités, bien sûr, et chaque entité veut dire, et significative, veut dire quelque chose. Alors là, vous avez une décomposition algorithmique et vous avez une autre décomposition qui est orientée objet et qui est bien sûr l'objet de ce cours-là ou de cette leçon-là. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, avec le main process, de préparer, par exemple, une petite procédure avec des définitions de données. Et bien sûr, le main qui sera égal à une interaction entre les objets. Pourquoi? Parce qu'il y aura, bien sûr, toutes les méthodes pour pouvoir faire appel à des objets. Et bien sûr, le modèle objet qui agisse dans le système. Donc, on fait appel au modèle objet qui agisse dans le système. Alors, on va voir maintenant la décomposition algorithmique. Vous avez par exemple la mise à jour d'un fichier qui demande un get record à corriger, qui demande peut-être un get record correction avec une validation ou bien sûr un reformatage, une comparaison, une mise à jour et bien sûr la fourniture d'enregistrements qui sont corrects. Ça c'est la décomposition algorithmique. Alors maintenant on va voir la décomposition en orienté objet. Vous voyez que vous avez ici bien sûr la mise à jour de votre file, et qui doit bien sûr travailler avec le file lui-même, le accords, si vous voulez, avec la méthode getRec. Alors, entre chaque objet, si vous voulez, vous avez la méthode que vous devez utiliser pour pouvoir dialoguer avec les objets. La méthode getRec, la méthode corrige, par exemple, pour la correction. Alors, tout ce qui est en vert, ce sont des méthodes que vous devez préparer et qui appartiennent à une classe bien précise. Lorsque vous en créez une instance, c'est-à-dire un objet, à ce moment-là, pour pouvoir dialoguer entre les objets-là, il va falloir faire appel à ces méthodes-là pour pouvoir dialoguer correctement. Alors, en fin de compte, vous avez, bien sûr, une décomposition orientée objet, vous avez les fichiers, vous avez les enregistrements, et vous avez, bien sûr, les méthodes, où chaque fichier, bien sûr, dispose de certaines méthodes, chaque enregistrement dispose de certaines méthodes, et bien sûr, les mises à jour de votre fichier disposent aussi de certaines méthodes. Où chaque fois qu'on crée, par exemple, une instance de la classe que vous voyez ici, donc on va faire appel, on va créer un objet, et on va avoir la possibilité d'utiliser, bien sûr, les méthodes correspondantes à chaque classe. Alors, un petit résumé, donc au niveau de l'organisation. Donc premièrement, on a besoin de programmer des objets avec des attributs. Donc il y a des caractéristiques physiques qui sont comportementales. Par exemple, la marque, le poids pour bien sûr freiner, la valeur pour les L, le modèle pour les braques de direction et le volant pour les accélérations et ainsi de suite. Alors, vous avez une distinction entre objet et classe, et là, je vous ai expliqué, c'est que l'objet reste une instance du classe. Lorsque vous créez une nouvelle instance, c'est-à-dire une réservation en mémoire de tous les éléments qui constituent la classe, à savoir les données, les variables, ainsi que toutes les méthodes qui doivent être utilisées pour gérer ces données et ces variables, constituent ce qu'on appelle un objet. Donc, un objet reste une instance d'une classe. Alors, on va le voir ici. Donc, l'instanciation, c'est quoi? C'est le fait de créer une instance d'une classe bien précise. Vous avez par exemple une classe voiture qui peut elle-même être une sous-classe d'une superclasse, si vous voulez, véhicule. Alors, on peut créer des instances. Une instance voiture, une instance deuxième voiture, une instance troisième voiture, ce qu'on appelle l'instanciation. Alors, l'instanciation, c'est le fait de pouvoir créer une instance, c'est-à-dire créer un objet d'une classe existante. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.